Salut tout le monde. Allez, c'est le retour, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde depuis le temps. Donc la team, on se retrouve, nouvelle vidéo où là je vais parler du Paris Saint-Germain, de son parcours en Ligue des Champions. On va revenir un peu sur cette saison qui a été dure, compliquée pour tout le monde. Bien sûr, pour tout le monde, hein, ne l'oublions pas ça. N'oublions pas par où on est passé. Mais voilà, c'est un petit rappel par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, eh ben, que dire d'être content, satisfait d'être qualifié pour cette finale de Ligue des Champions. Allez, on va revenir. Alors moi, je vais revenir dans le passé. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Je suis un supporter du PSG depuis de très très longues années, hein, depuis la fin des années 70. Mais on va prendre les débuts en Coupe d'Europe à l'époque, dans les années 80. Voilà. Après, on a les années 90, les années Canal, où on vit des très très bons moments, des très très bonnes scènes et des demi-finales. On se souvient du nombre de demi-finales consécutives disputées par le Paris Saint-Germain à l'époque, où on y croit très très fort. Je me souviens de, du parcours en Coupe des clubs champions à l'époque, où on se fait sortir par le Milan AC en demi-finale. Je me souviens aussi d'un parcours contre la Juventus en demi-finale. À l'époque, les Italiens, on avait beaucoup beaucoup de mal avec eux. On était très très loin. Après, il y a eu le début des années 2000. Le début des années 2000, là, c'était le trou noir. Après, on a l'arrivée de QCI où on nous a fait croire, on nous a dit on va gagner la Ligue des Champions, mais on s'est retrouvé avec une personne qui connaissait pas le foot à ce moment-là. Donc voilà, aujourd'hui, soyons contents de ça. N'oublions pas qu'on a déjà gagné une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes, et il faut surtout pas l'oublier ça. Le PSG d'aujourd'hui l'oublie, ça ne rentre pas dans leur tête. Le PSG, la structure du PSG d'aujourd'hui ne se souvient pas que le Paris Saint-Germain, en 1996, a gagné la Coupe des Coupes. On a déjà gagné une Coupe d'Europe. C'était pas la plus prestigieuse à l'époque. Hein. À l'époque, c'est quand il y avait la C1, la C2, la C3. Cette C2, justement, n'existe plus. Mais voilà, on a déjà gagné une Coupe des Coupes. On a fait une finale de Coupe des Coupes qu'on a perdue. Et bien sûr, on a fait la finale, on a été en finale de la Ligue des Champions en 2020. Année du Covid, on se souvient un peu des particularités, on va dire. Donc voilà, aujourd'hui, ne boudons pas notre plaisir. Munich 2025, quel plaisir. Quel plaisir, donc, en tant que supporter parisien qui a vécu les affres de la victoire de l'Olympique de Marseille en 1993. Eh ben, on va à Munich comme eux. Ça me fait kiffer. Et on va jouer contre l'Inter de Milan. Eux, c'était contre le Milan AC. Quel beau symbole, quelle belle image. Il faut la gagner. Il faut la gagner pour que les Marseillais, ouais, ils disent aïe aïe aïe. Les Parisiens gagnent la Ligue des Champions au même endroit que nous, parce que je pense pas que c'était le même stade, et contre un adversaire italien, en l'occurrence Milan. Voilà, ça c'est mon petit kiff, c'est le petit kiff de tous les Parisiens d'ailleurs, hein, j'en suis quasiment sûr. Allez, on va revenir sur le parcours de la Ligue des Champions, on va revenir même au départ de tout ça, et on va revenir avec certains journalistes. Les journalistes, allez, je suis pas là pour faire le rageux, je suis pas là pour régler des comptes, je suis pas là pour parler de tout ça. Mais on va prendre le plus connu, la plus grande gueule de tous, Daniel Riolo. Daniel Riolo, depuis le début, il critique Luis Enrique. Souvenez-vous des propos de Daniel Riolo. Il va mettre le feu au vestiaire, il va mettre le feu avec les supporters, il va mettre le feu dans le club. C'est ce qu'il nous dit depuis maintenant quasiment 2 saisons. Mais on va revenir au début de la saison. Hein. On va revenir au début de la saison, avant le début de la campagne européenne. Donc voilà, Mbappé est parti avec tout le cinéma qu'il a fait derrière. Mbappé, il n'y a pas de souci. Donc Mbappé est parti, voilà, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus rien, il n'y a pas de star. Et Daniel Riolo, ce journaliste, est le premier. Et à ce moment-là, il en a après Nasser et tout ce qui représente le Qatar et le PSG. Voilà, on en est là. Certains journalistes de l'équipe, parce que c'est Riolo ou l'équipe qui tue le PSG. Les autres, à la limite, on va dire qu'ils sont presque un peu... Mais Sébastien Tarragon, le pire des pires des gros sacs de l'équipe,
qui vient dire qu'avec ce milieu de terrain-là, le Paris Saint-Germain, pouf, n'ira nulle part. C'est vrai qu'il connaît le foot, lui. Et on a l'impression qu'il a joué au foot, d'ailleurs. Et il connaît tellement bien le foot qu'aujourd'hui, avec ce milieu de terrain-là, ils sont quand même en finale de Ligue des Champions. Alors, c'est facile de faire le fanfaron maintenant. Mais ces gens-là qui se prétendent journalistes et qui viennent dire des choses, eh ben, laissez-moi bien rire. Donc Luis Enrique le prétentieux, Luis Enrique, allez, tout ce qu'on veut dire sur Luis Enrique. Quand il nous a annoncé que l'équipe serait meilleure l'année suivante, on savait que Kylian Mbappé partait. Bon, voilà, on a l'impression qu'il n'a pas dit une connerie. Là, maintenant, on peut le dire, lui, il a été jusqu'au bout. On l'a traité d'arrogant, de prétentieux. Daniel Riolo, en tête, s'est jeté à pieds joints sur ses propos. Alors Daniel Riolo, aujourd'hui on le sait, c'est le porte-parole de la famille Mbappé, il n'y a pas de souci. Lui, dès qu'il peut porter la parole de la famille Mbappé, il est content. Et Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a osé faire? Il a osé sortir Kylian Mbappé, une mi-temps contre Monaco, et le mettre remplaçant sur quelques matchs. Voilà. Donc il a osé s'en prendre à Kylian Mbappé, donc il s'est fait un ennemi de marque en la personne de Daniel Riolo. Luis Enrique, c'est vrai qu'au départ, comme beaucoup, et moi y compris, à un moment donné, j'ai fait une vidéo, je vous la mets là, où je dis, Luis Enrique, ouvre les yeux, c'est pas normal, c'était pas normal, ces changements, ces choix, ces trucs, ces machins choses. Mais après, il a fini par trouver l'équilibre de l'équipe. Alors, on nous dit qu'il y a eu des conversations, qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits un peu de tous les côtés. De l'eau a été mise dans le vin un peu de tous les côtés. Ça a permis de mettre des choses sur la table. Ça a permis à Luis Enrique apparemment d'être un peu plus tolérant. Et ça a permis aux joueurs aussi de comprendre un peu mieux ce que voulait faire Luis Enrique. Donc Luis Enrique est l'artisan, bien sûr, de tout ça. Ça, je n'en démords pas. Après, le grand artisan, et vous le savez, je suis un fervent supporter de lui, moi c'est Luis Campos. Luis Campos, il est passé à Monaco, je parle que de la France, je parle pas de ce qu'il a fait à l'étranger, mais il est passé à Monaco, champion de France, Monaco, demi-finaliste de Ligue des Champions. Il a sorti quand même Kylian Mbappé en l'occurrence, on a eu Bernardo Silva, on a eu des joueurs qui sont arrivés, des big joueurs qui étaient à Monaco quand même, ne l'oublions pas, c'est Luis Campos. Il est passé à Lille, champion de France, 2 des 3 champions qui ont pris les titres du PSG version QCI quand même. Monaco et Lille. Pour moi, c'est celui qu'il fallait au PSG. Je ne dis pas que c'est le plus grand directeur sportif. Je dis que c'est celui qu'il fallait au PSG, point à la ligne. Les supporters, et là je vais revenir sur tous les supporters, quand j'entends aujourd'hui que les supporters du PSG viennent et crient oui, il faut qu'il reste et nanana. Souvenez-vous, et moi j'ai une vidéo, pareil, je vous la mets, qui en parle de Luis Campos, où je vous dis c'est lui qu'il fallait au PSG, c'est lui. Depuis le début, moi je le dis, et depuis le début je dis qu'il faut qu'il reste là. Il faudrait qu'il prolonge, parce que s'il part, ça va être la cassure de l'effectif. Luis Campos, on l'a critiqué, on a rigolé quand il a ramené Vitinha. Souvenez-vous, Vitinha, c'était de la D2 portugaise, les mecs nous disaient. Vitinha, on va en parler après quand on va parler des joueurs, mais c'est Luis Campos. Et Luis Campos, il y a des joueurs, des loupés des joueurs, et on va en parler encore. Mais on a Skriniar et Ronald Colomani, et c'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est encore autre chose. Mais Luis Campos, c'est lui qui est allé, qui a déniché les joueurs. William Pacho, on pourra en parler aussi. William Pacho qu'on ne connaissait pas au départ. On a rigolé quand il est arrivé, William Pacho. On va voir. Donc voilà, Luis Campos, ce directeur sportif, il fallait à Paris. Il n'est pas bling bling, c'est pas Leonardo, il n'est pas là à faire le beau et tout. Non, il est là, il travaille dans l'ombre, il fait marcher. C'est vrai, peut-être ses réseaux. Et souvenez-vous qu'avec Leonardo à l'époque, et ça aussi j'ai eu l'occasion de le dire dans des vidéos, avec Leonardo à l'époque, il faisait travailler Raiola. Lui, il fait travailler Georges Mendes. Et où est le problème? Il n'y en a pas. Donc ça aussi c'est très très important. Luis Campos, Luis Enrique,
C'est le tandem qui a fait fonctionner ce PSG depuis 2 ans et surtout cette année. Après, le président, je vais pas m'attarder parce qu'il ne sert à rien, lui. Footballistiquement, il ne comprend rien. Hier, il nous fait encore une déclaration où il est à côté de la plaque. Mais c'est Nasser Al-Khelaifi. C'est pas bien le souci. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire quand même le PSG. Aujourd'hui, ce PSG, il en est là. Ce PSG est en route pour Munich, plutôt, qu'est-ce que je dis ? Il est en route pour Munich, et ça, c'est le plus important. Alors ce parcours en Ligue des Champions, on va prendre le premier match, Rayron. Le PSG joue contre Rayron. Qu'est-ce qu'ils font là, Rayron, hein ? Donc le PSG doit marcher sur Rayron. Le PSG a un budget énorme. Le budget, c'est le Qatar. Rayron, c'est une petite équipe. Score final 1-0 pour le PSG. But de Nuno Mendes à la 90 sur une erreur du gardien en plus. Le PSG s'impose 1-0 sur une erreur du gardien. Déjà, c'est pas bon. Déjà, là, tout le monde tombe sur le PSG, tout le monde tombe sur Luis Enrique, sur ses choix, sur ses trucs, sur ses machins choses, de jouer sans avant-centre. Mais on oublie une chose. Que personne a remis sur la table. Le Havre PSG, premier match de Ligue 1. On a quand même un attentat lamentable sur Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos blessé, il a été absent 3 mois. L'effectif du PSG se retrouve sans avant-centre. Allez, ça c'est la petite parenthèse qu'on oublie. On a un peu tendance à oublier. Donc on va mettre après, on a au deuxième match, déplacement Arsenal. Arsenal marche sur l'eau. Le PSG en Ligue des Champions n'est pas bien. Défaite 2-0, mais le PSG n'est pas lamentable. Même bien au contraire. Le PSG a perdu, mais a fait un bon match. Pas extraordinaire, mais a fait un bon match. Troisième match, PSV Eindhoven, pareil. PSV Eindhoven, le PSG ouvre le score, mais se fait égaliser dans un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Mais ça finit 1-1. Donc à ce moment-là, on fait les comptes, le PSG, c'est pas terrible. 4 points, 2 buts marqués, 2 défenseurs latéraux. C'est triste, hein. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a allé au Parc des Princes, la défaite contre l'Atlético de Madrid. 2-1 en fin de match. Alors que tu as dominé tout le match. Alors que tu es largement au-dessus. Mais enfin bon. Et arrive ce fameux match Manchester City où tout le monde nous prédit l'enfer. Manchester City va nous... Alors qu'ils sont pas bien, hein, Manchester City. Mais c'est l'enfer pour le PSG. 2-0, tout le monde se souvient de ce match. 2-0 pour City. City est en train de tuer Paris. C'est fini. Les journalistes dansent, les Daniel Riolo, l'équipe TV, tout ça, ils sont tous contents. 2-1, 2-2, 3-2, 4-2. Le PSG retourne le match. Dans un moment surnaturel. Dans un moment où les joueurs marchent sur l'eau. Dans un moment, extraordinaire. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que disent les journalistes ? Qu'est-ce que disent les consultants ? Lizarazu en tête, ex-footballeur, hein, dans l'émission de Téléfoot, souvenez-vous ce qu'il dit, Lizarazu, il nous dit, moi, c'est contre un triste Manchester City, je prends pas ce match en référence. Et c'est ce que disent tout le monde. Tout le monde sait ce qu'il dit. Si Paris avait perdu, oh là là, attention. Mais là, comme ils ont gagné, City, ils étaient moins que rien. Ok. Ils vont à Salzbourg, ils s'imposent 3-0 dans la continuité. Et dans cette même continuité, en championnat, ça commence à aller beaucoup mieux. En championnat, on commence à voir des résultats arriver. Et on voit un mois de décembre intéressant. Avec ce match à Monaco où ils vont s'imposer, malgré une faute énorme sur Donna. Mais le PSG s'impose. Et le PSG fait une fin d'année 2024 très très bien, très très intéressante. On attaque 2025
En Ligue des Champions, toujours pareil. Le dernier match, c'était à Stuttgart. Il faut gagner, on s'en souvient. Le PSG, à ce moment-là, ils sont dans les 24 premiers, mais il faut gagner. Il faut gagner car ils sont allés gagner à Salzbourg, mais même en gagnant à Salzbourg, il faut gagner. Ils vont à Stuttgart, ils gagnent, et ils gagnent d'une très très belle manière. On se dit, ça y est, le PSG, quelque chose est né, quelque chose est créé, et en championnat, le PSG tourne bien. Ce PSG-là tourne bien. Un joueur est en train de marcher sur l'eau. Ousmane Dembélé commence à marcher sur l'eau. Allez, le tirage au sort, comme c'est, on tombe sur Brest. Ouais, c'est un match de Ligue 1. Le PSG s'impose là-haut à Brest et s'impose au retour au Parc des Princes où il n'y a pas de match. Il n'y a pas eu de match. Les Parisiens se sont imposés, ont marché sur Brest. Désolé pour Brest, mais ils ont marché sur Brest. Allez là, maintenant on dit, tout le monde le dit, à Paris vous allez affronter un vrai adversaire, fini de tomber contre Bordeaux-Brest, fini Stuttgart, fini Strasbourg, fini le petit City. Là vous allez tomber face à un vrai adversaire, Liverpool, meilleure équipe en Europe. Ok, allez, PSG Liverpool n'a pas vu le jour au Parc des Princes. Mais la réalité des grands clubs, la réalité des grandes équipes européennes passe par là. Liverpool, une frappe cadrée, un but. Donnarumma se fait, tuer. Donnarumma se fait tuer. En face, Alisson, lui, c'est le meilleur gardien du monde. Il a fait le match de sa vie au Parc des Princes. Alors que Donnarumma en face, tout le monde lui tombe dessus. On ressort la petite phrase de Serge Aurier. Serge Aurier qui dit, lui, il en a qu'une affaire, il la fait pas. Allez, on tombe tous sur Donnarumma, il n'y a pas de souci. Match retour à Liverpool. Je m'en souviens pour l'avoir vécu. Mais quel moment. Dembélé qui marche sur l'eau en ce moment. Dembélé qui marque. Mais quelle équipe. Et ils arrivent au penalty et ils s'imposent. Ils sont allés gagner à Liverpool, ils sont allés s'imposer à Liverpool. Et là, d'un seul coup, le PSG est devenu, aux yeux de tout le monde, des journalistes. Je parle pas des spectateurs, je parle pas des gens, des amoureux du football. Je parle des journalistes. Allez, le PSG est devenu, oh là là, attention. Allez, le PSG, Aston Villa maintenant. On continue en Angleterre. Aston Villa et Unai Emery. Franchement, oui, j'ai peur de ce match. J'ai très très peur. Unai Emery, c'est un entraîneur que je trouve vraiment très très fort. Et là, le PSG gagne le match aller sans qu'il y ait de match. Et le match retour, ils se font peur pendant une mi-temps, mais tout le monde tombe sur le PSG. Tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde est là, ça y est, ils retournent dans leur travers, et nanana. Le PSG, entre-temps, est champion de France, entre-temps, le PSG est en finale de la Coupe de France. Voilà, le PSG n'a plus qu'à se concentrer sur cette Ligue des Champions. Et une mi-temps loupée, et tout est remis en cause. Cette défaite de 3-2 à Birmingham fait très très mal. Et on continue avec les clubs anglais et Arsenal. Arsenal, moi je comprends pas, mais on va en parler. Alors, comme souvent avec le PSG, Arsenal, qui se présente devant, Arsenal est le favori de la Ligue des Champions d'un seul coup. Alors qu'il ne reste plus que 4 équipes. D'un côté PSG Arsenal et de l'autre côté Barcelone Inter de Milan. Barcelone est le grand favori aux yeux de tout le monde et le PSG, on voit tous une finale PSG-Barcelone. Allez, Arsenal devient le favori, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme toujours quand le PSG joue une équipe, de toute façon, cette équipe est toujours les favoris. Donc là, le PSG va jouer Arsenal, le PSG se déplace là-haut pour le match aller, et le PSG ouvre le score d'entrée par Ousmane Dembélé. Et après, honnêtement, Arsenal fait un match, mais quelconque. Alors c'est vrai que Donna il fait des arrêts, mais il y a quand même des loupés. Souvenez-vous de Barcola, souvenez-vous de la frappe sur la transversale de Ramos. Donc quand même, le PSG s'impose 1-0 et ils ont mérité de s'imposer 1-0. Ça a été la meilleure équipe sur ce match. Ils se sont imposés, ils n'ont pas volé leur victoire. Et une semaine après arrive le match retour au Parc des Princes. Et là, pareil, Arsenal met la pression, c'est clair, il n'y a pas photo. Arsenal met la pression. Et on a même des journalistes d'investigation comme Romain Moulina, qui vient vous faire des débriefs
à chaud, avec son tableau là, où fait lui il joue là, lui il joue là. Lui il connaît rien au foot, mais il vient nous expliquer. Il vient nous expliquer. Et il vient nous dire presque que c'est Arsenal qui aurait dû gagner, et pas le PSG. Parce qu'Arsenal, tactiquement, il se déplaçait là et tout. Il sait pas ce qu'il faisait lui. Il s'est cru au basket avec son tableau. Mais enfin voilà, il nous expliquait. Oh, il est mignon. Donc, Arsenal. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que dans les 10 premières minutes, Arsenal, il y a 2 grosses occasions, 2 parades énormes de Donnarumma. Et là, en tant que supporter, il se passe quoi? On se dit, waouh, waouh, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que Arsenal appuie. Mais après, on connaît un petit peu Arsenal quand même. On sait un peu comment est Arsenal. Donc voilà, on sait que voilà, si Paris arrive à remettre le pied sur le ballon, ça risque d'être bien. Et Paris arrive à remettre le pied sur le ballon. Paris se crée une action. Un poteau par Carragera. Un poteau déjà. Sur une action bien emmenée entre Désiré Doué et lui. Et une belle frappe enroulée. Mais ça finit sur le poteau. Et après on arrive sur un coup franc bidon. Sur une action bidon. Comme ça arrive assez souvent. 1-0 pour le PSG. Ils l'ont pas volé. Ils l'ont pas volé. Et Arsenal, à partir de ce moment-là, on ne les voit quasiment plus. Dites-moi ce que fait Arsenal. Pas grand-chose, le PSG n'est pas en danger. Le PSG n'est pas en danger. On arrive à la mi-temps, il y a 1-0. Où sont les dangers? Qu'est-ce qu'on peut critiquer au PSG? Rien. Le PSG reprend la 2. Ça recommence le même truc. Le PSG se crée une action. Voilà, ça joue, d'un seul coup, on nous dit qu'il y a la VAR. Personne ne sait pourquoi. Et s'il y a eu une main d'un défenseur d'Arsenal sur une action précédente, penalty. Ok, le penalty, qu'est-ce qu'il est mal tiré. Le penalty, qu'est-ce que c'est 0. Franchement, ouais, ce n'était pas bon. Ce penalty-là n'a pas été bon. Mais enfin bon, le PSG ne perd pas mentalement, continue son truc. Et il marque ce deuxième but. 2-0 pour le PSG. Et après, Arsenal marque un but sur une erreur, comme à chaque fois, sur une erreur. PSG marque des buts sur une erreur et Arsenal marque des buts sur une erreur. Ok, il n'y a pas de souci. Et après, Arsenal a même une grosse occasion juste derrière. C'est le pauvre Saka qui envoie ça. Mais bon. Mais voilà, le PSG a gagné. Le PSG a gagné 2-1. Le PSG a gagné le match aller et le match retour. Point à la ligne. Le PSG est en route pour Munich 2025. Terminé. On n'en parle plus. Le PSG a fait une campagne. Le PSG, là, on ne peut plus parler du Final 8 de Lisbonne. C'est fini ça. Où ils avaient joué Atalanta et Leipzig, Red Bull Leipzig. Là, ils ont joué Liverpool. Ils ont tapé Manchester City. Ils ont joué Arsenal où ils ont gagné l'aller-retour. De toute façon, ils ont éliminé la Première Ligue. La Première Ligue, on n'est plus là. Souvenez-vous, les fermiers de la Ligue 1. Tout le monde détruit notre championnat. Tout le monde dit que la Première Ligue, sont les plus beaux. Eh ben, on va juste faire un retour sur cette fameuse campagne Ligue des Champions, cette première formule de Ligue des Champions. Brest n'a pas été ridicule, Brest. Monaco n'a pas été ridicule. Lille n'a pas été ridicule non plus. Lille, ils sont même sortis dans les 8. Lille, ils sont sortis dans les 8, hein, rappelez-moi. Donc vraiment, le football français n'a pas été ridicule. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Hein. Lyon qui sort d'un match contre Manchester United. Oh là 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 là. Donc le football français, franchement, n'a pas à rougir. N'a surtout pas à rougir de cette campagne européenne. C'est vrai, merci à Paris, mais les autres équipes l'ont fait aussi. Voilà par rapport au parcours de cette saison, de cette Ligue des Champions. Il reste une marche à gravir, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas gagné encore, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà tout ce que moi je peux vous dire en tant que supporter du PSG, ce que je pouvais vous dire sur cette campagne-là, sur cette saison, d'un PSG qu'on n'attendait pas, d'un PSG qu'on a dit que c'était le pire PSG de l'ère Qatari. On l'a dit ça aussi, hein. Et après on va parler des joueurs individuellement, mais on nous a dit c'est le pire PSG de l'ère Qatari en début de saison. Vous vous en souvenez de ça, hein? Vous vous en souvenez? Pour le pire PSG de l'ère Qatari, on est en finale de la Ligue des Champions. C'est tout ce que peuvent dire ces pauvres Parisiens, ces pauvres joueurs, tellement limités. Parce qu'encore là, mais on va parler des joueurs.
Et on va voir un peu ça. Allez, on va parler des joueurs. Ah, comme je vous l'ai dit, ces pauvres joueurs, hein. Ces pauvres joueurs. Oh là là. Les pires PSG de l'ère Qatari. Et on va commencer par le numéro 1, même s'il ne porte pas le numéro 1. Mais Donnarumma. Donnarumma, oh, c'est la pire des trompettes. C'est la pire des trompettes, le gardien. Le gardien du PSG. C'est la pire des trompettes. C'est fou, hein. Alors c'est vrai que Donnarumma, bon, aujourd'hui, un gardien, on lui demande d'être le maître dans les airs, dans sa surface, d'être le maître sur sa ligne et surtout de savoir jouer avec ses pieds. Alors moi je vais rester en tant que supporter du PSG. On a eu Bernard Lama quand même comme gardien au PSG. On a eu ce qui se faisait de mieux. Franchement, on a eu ce qui se faisait de mieux au PSG. Bernard Lama. Il n'y a pas eu, hein, les jeunes supporters d'aujourd'hui nous parlent de Keylor Navas. Pas exagéré. Non, Keylor Navas, c'est pas le niveau de Lama. Lama, c'était vraiment lui qui gérait dans sa surface, c'était le plus beau, c'était le plus fort. Il n'y avait aucun souci. Ça, on est d'accord. Après, Donnarumma, il arrive dans un club qui est le PSG, qui a une gestion des gardiens, mais qui est catastrophique. C'est catastrophique, hein, ce qu'ils font avec les gardiens depuis 2011 au PSG. C'est une catastrophe sans nom. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et on a un gardien qui était en place, hein, Navas, qui était là depuis 2019. On est allé lui foutre Donnarumma dans les pattes. Mais ça, c'est Leonardo. C'est Leonardo et son ami, paix à son âme, Mino Raiola, qui lui a recollé tout de suite Donnarumma. Et donc, Keylor Navas se retrouve avec Donnarumma dans les pattes. Et on se retrouve encore avec une gestion des gardiens au PSG catastrophique. Et Donna, il arrive dans ce contexte-là. Donna, il fait une grosse boulette contre le Real de Madrid, hein, sur le but de Benzema. Et on va nous le reprocher, on va lui en parler pendant des décennies, hein, pour Donnarumma. Il n'a pas fini d'en entendre parler. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Donnarumma, c'est le pire gardien du monde. Début de saison, c'est le pire gardien du monde. On lui met encore un gardien dans les pattes, Savanov, qui arrive de Russie, qui n'est pas connu, mais bon, qu'on lui met un peu dans les pattes. Il se fait éclater la tête à Monaco, Donnarumma. Mais il se fait éclater la tête. J'imagine si ça avait été le gardien de l'Olympique de Marseille, si ça avait été le gardien de l'Olympique de Lyon, ou tout autre gardien que celui du PSG, mais ça aurait été un scandale. Tout le monde aurait crié au scandale. Mais là, c'était le gardien du PSG, c'était Donna. Tout le monde en rigolait. C'était marrant même. Et on a même entendu sur des plateaux que c'était presque lui qui avait fait faute, que c'était pas le joueur de Monaco, mais que c'était lui. Mais depuis qu'il a cette balafre, Donnarumma, c'est un autre gardien. Car maintenant le PSG, s'ils sont en finale de la Ligue des Champions, c'est Donnarumma. C'est grâce à Donnarumma. Ok, Dembélé, pas de souci. C'est lui qui porte l'équipe devant. C'est le leader technique. C'est le leader de l'équipe. Mais Donnarumma, il a fait des arrêts contre Liverpool au match retour à Liverpool, extraordinaire. À Aston Villa, au match retour, extraordinaire. À Arsenal, extraordinaire. Je lui souhaite et j'espère, et je vous promets, j'espère qu'à Munich, il n'aura pas d'arrêt à faire. Ça veut dire que le PSG aura dominé le match. Et s'il a des arrêts à faire, qu'il les fasse sans aucun souci. Voilà, ça c'est vraiment Donnarumma. Je voulais faire ce petit point sur Donnarumma. Je suis pas fan des gardiens comme Donnarumma. Je suis pas fan des gardiens italiens. Les gardiens italiens, ils sont très forts sur leur ligne. Moi, je suis un gardien. J'aime bien les gardiens à la française. Ça veut dire plus à la Bernard Lama et Fabien Barthez. Donc, je vous parle encore d'une époque bien bien lointaine, mais où c'était les gardiens qui dominaient leur surface de réparation, d'un coin jusqu'à l'autre. Là aujourd'hui, bon, les ballons ont changé, les gardiens ont changé, donc on n'est plus trop dans ça. Mais franchement, il faut reconnaître que Donnarumma, là, actuellement, il est en train de nous faire quelque chose de très 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 grand. Bon, à Munich, Luis Enrique toujours dans ses choix, je sais pas comment dire, avait fait jouer Savanov. Savanov a fait une erreur, ce qui a coûté le but
Le Bayern Dominique marque sur une erreur du gardien. Ça ne l'a peut-être pas aidé, le pauvre. Mais bon, Savanov, quand il joue, il est égal à lui-même. Il n'y a jamais trop de soucis. Les latéraux. Les latéraux du PSG, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Ils sont dans les tops mondiaux, les deux. Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Mais je reviens sur hier. Hier, si j'écoutais Romain Molina, non, c'est pas les. Non, ils sont pas parmi les meilleurs. Non, au contraire, j'entendais ses critiques, j'hallucinais un peu. Oui, Nuno Mendes, il a des moments d'absence et on l'a vu en première mi-temps. En première mi-temps, il prend un carton stupide, il a des pertes de balles stupides. Il y a des matchs comme Aston Villa au match aller au Parc des Princes où il a une perte de balles et ben on prend un but. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Nuno Mendes c'est ça, Hakimi c'est pareil. Hakimi, il y a des moments. Moi hier, je l'ai pas trouvé extraordinaire, Hakimi, mais son but, je l'ai trouvé extraordinaire. je, je sais à quoi m'attendre avec Hakimi, je sais à quoi m'attendre avec Nuno Mendes. Donc je suis pas étonné. Je fais pas, excusez-moi du terme, je suis pas la vierge effarouchée quand ils font des conneries parce que je sais que ça peut arriver. Et je sais malheureusement avec eux que ça va arriver. Maintenant, Nuno Mendes, on l'a vu contre Liverpool, Mohamed Salah, on l'a pas vu. Là, tactiquement, on a vu que contre Arsenal, Saka a été bien pris, a été empêché de rentrer grâce à l'apport d'autres joueurs. Mais bon, voilà. Hakimi et Nuno Mendes, c'est le top des latéraux. C'est vrai qu'on leur demande de prendre l'espace, c'est vrai qu'on leur demande de monter. Quand ils font des erreurs, des fois, il faut les excuser. Car Nuno a marqué des buts importants, Aston Villa, le 3e but, et Hakimi, hier, le 2e but. Donc voilà, n'oublions pas tout ça. Voilà pour les latéraux du PSG. On va parler des défenseurs centraux maintenant. PSG Liverpool. Marquinhos prend un carton jaune. Marquinhos sera absent pour le match retour. Il est suspendu, Marquinhos, au match retour. Beraldo va le remplacer. Voilà. On a tous de tension. On a tous peur. Marquinhos absent. Liverpool PSG. Là-haut, en chill, dans la pression, Paris Saint-Germain gagne 1-0. Ils prennent pas de but. 1-0. Ouais, Beraldo, il fait son match. Il est pas extraordinaire, mais il fait son match. Aston Villa, Marquinhos. Il a respiré la peur. Premier et 2e match. Franchement, Marquinhos, c'est un défenseur qui respire la peur. Ce mec-là, quand il y a la pression, quand il y a le feu, ça vient toujours de lui. Aston Villa, franchement, là-haut, au match retour, il est triste à pleurer. Dans tout, dans les relances, tout, il fait n'importe quoi. Et hier, Arsenal, le but qu'on prend, qui est bidon. Mais qu'est-ce qui va faire ça? Il est en avance. Putain, mais prends-la cette balle. De te laisser tomber là, l'arbitre siffle pas, il tombe pas dans ton jeu l'arbitre. Ah franchement, Marquinhos, je n'en peux plus. Ok, c'est un super défenseur, ok, c'est un super joueur, c'est un leader du PSG. Mais dès qu'il y a un coup de pression, Marquinhos, il transpire la peur. Et il transmet la peur à toute l'équipe, Marquinhos. À toute l'équipe. C'en est pénible. Aujourd'hui, on prend ce constat. Beraldo, je suis pas fan de Beraldo, mais de loin. Mais à Liverpool, le mec, il a fait son match. Marquinhos à côté. Mais c'est un truc de fou. Dès qu'ils sont sous pression, Marquinhos, il est 0. Alors hier, ça n'a pas été le cas. Mais à Aston Villa, il a entraîné Pacho avec lui. Pacho, parlons de Pacho. Pacho, il arrive au PSG. Mais tout le monde a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Campos, qu'est-ce qu'il nous ramène encore? C'est Campos, souvenez-vous, ce que je vous ai dit tout à l'heure. À l'époque, c'est encore un clown. On le traite de tocard. Internet n'oublie rien. On va retrouver
On va retrouver des publications où on dit mais qu'est-ce que c'est que ce tocard? Qu'est-ce qui nous ramène? Pas chaud. Ludovic Obraniak, consultant sur l'équipe 21. Sur l'équipe TV, excusez-moi. L'équipe encore. Ludovic Obraniak. Le PSG a un point faible, pas chaud. Le Tien qui connaît le foot, consultant, il a été professionnel, 290 matchs en Ligue 1. Pas chaud, le point faible. Eh ben putain, à Liverpool ça a été le point faible. Je pense que on a vu que c'était le point faible, le mec à Liverpool. Le mec à Villa, malgré que Marquinhos lui a filé la peur, heureusement qu'il est là quand même. Et hier encore, quand Nuno Mendes est un peu dépassé, mais heureusement que l'autre il est là, c'est un rock. Moi, une déclaration de Lionel Charbonnier, un consultant encore, qui dit que Pacho lui fait penser à Desailly à son prime. Vous vous rendez compte un peu cette magnifique comparaison, parce que Desailly c'est comme pas n'importe qui dans le foot. Comme on dit Pacho, qu'on a rigolé quand il est arrivé, Pacho. Les mecs qui veulent des stars, qui veulent que des noms. Pacho. Mais il vient d'où lui? Il joue en Belgique, après il joue en Allemagne, un Équatorien. Vous êtes sûr c'est pas un Brésilien? Vous êtes sûr c'est pas un Argentin? Il a pas coûté 100 millions? Non, il a coûté moins. Voilà, Pacho. Souvenez-vous bien de Pacho. Franchement, heureusement qu'on l'a. Le milieu de terrain, Vitinha. Vitinha, on va pas s'attarder sur Vitinha. Vitinha, il est arrivé, on a dit, ouais, c'est un recrutement des deux portugaises. Vitinha, il a pas le niveau, Vitinha ceci, Vitinha cela. Bon, depuis que Luis Enrique, Vitinha, c'est le maître à jouer du PSG. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord que Vitinha, sous pression, il disparaît. On l'a vu contre Aston Villa. Qui est une vraie équipe anglaise. Quand tu joues contre Arsenal, qui a toujours été sur des méthodes européennes, quand tu joues contre City, où la culture anglaise est un peu moins, donc où ça rentre un peu moins dedans. Vitinha, ça va, il est pas trop gêné. Mais là, contre Aston Villa, on a vu qu'il avait été énormément gêné. Mais ça reste un virtuose, Vitinha. Ça reste un méga joueur. Vitinha, et quand tu lui mets un Joao Neves à côté, 19 ans, Joao Neves. 19 ans. Messieurs, dames. Les journalistes de l'équipe. Je vais le ramener à Sébastien Tarragon de l'équipe TV. La merde, Sébastien Tarragon. Ouais, avec ce milieu de terrain-là, il est... regarde où ils sont avec ce milieu de terrain-là. Et je vais revenir sur un match au parc. Et je me demande si c'est pas après l'Atlético de Madrid quand ils perdent. Et que c'est Joao Neves qui s'est pointé devant les journalistes. Les mecs ils ont dit on aurait cru que c'était un gars de 3ème qui venait faire son stage. Les Régis, les Dominique Savrac et tout le bordel là, qui se croient drôles, mais qui le sont pas du tout. Les mecs Joao Neves aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes en Europe, et je parle pas d'équipes de seconde zone, non, je parle des vraies équipes européennes qui le voudraient. Le mec, on l'appelle aujourd'hui Monsieur Partout. Il met une pression, il est énorme, il est toujours là. Après, c'est vrai qu'il fait des erreurs. Hier, il fait des erreurs, des pertes de balles, des passes. Mais c'est sa jeunesse, je pense qu'avec l'expérience, ça ira beaucoup mieux. Mais là, pour l'instant, avec sa jeunesse, il fait quelques erreurs comme ça. Mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Maintenant, Joao Neves, c'est vraiment la trouvaille de l'ami Luis Campos encore. De l'ami Luis Campos. En début de saison, on avait Zahir Emery qui était dans le milieu de terrain, qui formait le trio. Alors Zahir Emery, il a perdu quelque chose. On va être honnête, il a perdu quelque chose, mais c'est pas nouveau, c'est pas de cette année. Moi, je pense que la première blessure, quand il est en équipe de France, là, il a eu du mal à s'en remettre. En début de saison, il est bien revenu, après il a eu une nouvelle blessure, et là, il revient pas. Pour l'instant, il revient pas, mais il est pas perdu, le gars, il est pas perdu. Mais c'est vrai que d'un seul coup, il y a un joueur qui devient une... Fabien Ruiz, il a fait l'Euro. Il a fait l'Euro l'an dernier avec l'Espagne. On a vu un joueur, mais qu'on ne connaissait pas au PSG. Depuis qu'il était au PSG, on n'avait jamais vu faire ça. On dit, mais qui c'est ce joueur? Qui c'est que ce joueur? Qui c'est qui joue au PSG? Qui c'est qui joue en équipe de France? Pas le même. C'est pas le même, c'est pas possible. Franchement. Mais tous, moi en tant que supporter du PSG... Quand j'ai vu l'Euro, quand j'ai vu l'équipe d'Espagne, je dis mais attends, Fabien Ruiz.
En France, on lui est tombé dessus, les supporters du PSG, on lui est tombé dessus, moi avec. Et je me souviens, les journalistes qui étaient terribles avec lui. Mais depuis quelques temps, le Fabien Ruiz de la sélection espagnole, c'est le Fabien Ruiz du PSG. Hein. Non content hier d'avoir marqué un très très beau but. Mais le mec, mais qu'est-ce qu'il est important. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Balle au pied. Ah, c'est sûr qu'il va pas vous faire des dribbles, qu'il va pas vous faire des trucs, qu'il va pas vous faire des machins, qu'il va pas faire... Mais franchement, il est présent dans le milieu de terrain, il est toujours là, il est toujours là, le gars. Il est toujours là. Ah, c'est vrai qu'il va pas casser des lignes comme Vitinha. Ça, c'est clair, mais c'est pas son jeu. Son jeu à lui, c'est d'être un support sur un côté comme il est, et d'être énorme. Et après, il récupère des ballons. Il est au pressing, mais au pressing, oui, je vous disais, Joao Neves, il est mais alors, oui, ça c'est pareil. Oui, en plus, il est plus grand, il est plus costaud. Joao Neves, c'est vrai qu'il est plus petit et plus trapu. Mais Fabien Ruiz, c'est pareil. Franchement, le Fabien Ruiz actuel, mais ça vaut vraiment le coup. Hein. Le Fabien Ruiz actuel, waouh, il en faut encore. Hein. Il en faut encore du gars. Car il est vraiment très 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 bon et très très important pour le PSG à l'heure actuelle. Ouais, le Fabien Ruiz de l'heure actuelle, extraordinaire. Allez, on va passer devant la recrue hivernale. Alors, excuse-moi, mon grand. Karavsliga, hein, Karajva, ouais, on va dire Karajva. Hein. Cet attaquant géorgien. Alors, c'est vrai que déjà, à l'Euro, on l'avait dit, hein, ils avaient une attaque. Hein, mais bon, c'est vrai qu'en France, on reste un peu sur Mikotadze, où on dit waouh, il est fort, ce joueur-là. Oui, c'est vrai qu'il était fort, mais Karasvela, il avait fait une saison de fou à Naples. Ce que moi je retiens du mec là depuis qu'il est au PSG, c'est que c'est un combattant. C'est impressionnant. Il attaque, il défend, il attaque, il défend, il attaque, il défend, et partout. Son côté là, il doit avoir une tranchée. Il doit avoir une tranchée tellement le mec il est partout. Il est capable d'attaquer et sur l'action d'après défendre et alors attaquer. Là, on va pas faire des comparaisons inutiles, je suis pas fan des comparaisons, mais ça me rappelle la mentalité de Cavani, moi. Cavani, franchement, c'était le mec qui s'arrêtait jamais. Bah, lui, là, Carrasval, on a l'impression que c'est ça aussi. Il s'arrête pas. Hier, contre Arsenal, quand on voit un peu la note de tout le monde qui lui met 6,5, bon, il marque pas, c'est vrai qu'il serait pas. Bon, il fait un poteau. Mais la combativité, putain, c'est. Ah, ça doit se payer, ça, c'est au moins un 7, c'est au moins un 7, c'est au moins un 7. Là, j'ai trouvé tout le monde méchant. Alors, c'est vrai qu'il y a des matchs où il passe moins, et Aston Villa, au match aller, et au match retour, plutôt, il est moins passé. Et ça s'est vu tout de suite, ça se voit tout de suite. Et qu'il a été recruté en janvier, il est déjà important. Donc, vraiment, belle recrue, franchement. Et là encore, Luis Campos et Luis Enrique, bravo. Bradley Barcola, alors c'est vrai qu'il est un peu en dessous actuellement, et puis il y a un peu de nonchalance aussi, je pense, chez Bradley Barcola, ce qui fait qu'aujourd'hui, il perd un peu sa place dans le 11 de départ, Bradley Barcola, mais qui reste quand même un joueur important, qui reste un joueur qui a une percussion énorme, et puis qui est vachement altruiste, qui est capable de te faire la passe, hein, alors qu'il pourrait y aller tout seul. Donc je pense que Bradley, bon hier il ne sort pas le match de l'année, mais ça reste un très 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 bon joueur à en devenir, qui va progresser encore. Il a été très fort dans la saison, là il a un petit coup moins bien, je suis méchant quand je dis ça, mais c'est vrai que bon, allez oui un tout petit coup de moins bien, mais parce qu'à côté Karja a quand même vraiment pris sa place. Le phénomène maintenant, le phénomène Désiré Doué. Désiré Doué, franchement, je me souviens d'avoir regardé les Jeux Olympiques. L'an dernier. Il était remplaçant souvent. Quand il rentrait, bon, c'était pas mal. C'est un bon joueur. Mais c'était pas non plus un phénomène.
Donc Désiré Doué, mais quel joueur, hein, quel joueur, franchement, techniquement, qu'est-ce qu'il est fort. Physiquement aussi, il est bien sur ses jambes, il est bien quoi sur ses appuis, il est costaud et tout. Dans certains gestes, on voit du Neymar. Alors, je me souviens encore d'une réflexion de Riolo, hein, vous voyez, comme quoi ça revient toujours, ce mec-là. La réflexion, on a vu un mauvais Neymar. Ouais, bah, quand il est bien, il est franchement très très bien. C'est un très très bon joueur qui, qui a bien progressé. Vraiment, Désiré Doué, pour moi, c'est la très très bonne surprise. Je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Et que dire de lui? Ousmane Dembélé, traité d'autiste en début de saison par Jorge Sampaoli. Hein. Alors on est tous d'accord. Ousmane, c'est un super joueur. On l'a tous dit. S'il était finisseur, s'il finissait ses actions, il serait ballon d'or. On l'a tous dit. Et moi, je vais le dire et le redire. Pour moi, il est même plus fort que Kylian Mbappé. Honnêtement, il est plus fort que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Ça, alors pour moi, ça c'est, il n'y a même pas photo, techniquement. Mais après, Mbappé, c'est vraiment un sacré finisseur. Donc Ousmane, et ben là, il vit depuis, je sais pas, novembre peut-être, une saison extraordinaire. Même là, s'il marque moins, même là, c'est ce qui fait que le PSG marque un peu moins. Mais Ousmane reste tellement important dans cette équipe aujourd'hui. Mais quelle abnégation sur le terrain. À Liverpool, on le voyait faire des pressings, des courses de 20-30 mètres. Tout le long du match. Ça a été, ouais, vraiment, Dembélé, ça n'a plus rien à voir. C'est plus le même joueur. C'est vraiment un super joueur. Ousmane Dembélé, moi, franchement, les distinctions individuelles, je ne suis pas pour. Et on va parler du Ballon d'Or parce que tout le monde le met dans le Ballon d'Or. Alors moi, ça va être ma petite parenthèse, mais le Ballon d'Or, c'est pas pour lui. Hein, on sait que France Football ont changé les règles pour qu'Mbappé gagne le Ballon d'Or. Ils vont tout faire pour que ça soit ou Mbappé, parce qu'ils sont capables de lui donner, mais ça sera pas un Français. Ça sera pas un Français qui va le gagner. Ça peut pas être un Français avant Dembélé, avant Mbappé. Donc moi, pour moi, il ne gagnera pas ce Ballon d'Or. Voilà ce que je pouvais dire sur les joueurs du PSG. Je viens un petit peu de prononcer son nom, on va être obligé d'en parler un petit peu, de Kylian Mbappé. J'étais triste quand il est parti, comme tout le monde. J'étais triste parce que je me dis, putain, c'est un joueur quand même qui a des statistiques de fou, qui peut débloquer les situations. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que Madrid n'est plus le Madrid qu'on connaissait, que le PSG n'est plus le PSG qu'on connaissait. Et ces deux équipes ont un destin commun, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je n'ai rien contre le joueur. Franchement, je trouve que c'est un bon joueur. Moi, je suis pas celui qui dit que c'est un très bon joueur. Allez voir des vidéos où j'en parle. Je suis pas un fan de Kylian Mbappé. Maintenant, il marque des buts, il est important. Et je l'ai dit, quand Mbappé est bien, c'est l'équipe de France qui est bien. Donc, je ne vais surtout pas souhaiter du mal pour Mbappé. Mais voilà, Mbappé est parti en crachant sur le club, comme il le fait, et je continue à dire qu'il crache sur le club. Souvenez-vous de ma vidéo où je dis je me barre, bande de cons. Là, aujourd'hui, Mbappé, il poursuit le PSG. On a vu la conférence de presse de son clan entre des matchs importants quand même. Là, jusqu'à la finale de Munich, je pense que on va se retrouver avec des situations où son clan va faire sortir des choses, où les relais médiatiques, genre Daniel Riolo, vont y aller à cœur joie. Tout ça pour casser la dynamique du PSG avant la finale de la Ligue des Champions. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé de ça. Hein. Je suis persuadé que la famille Mbappé va tout faire pour mettre les bâtons dans les roues du PSG. Je vais conclure moi en disant ben voilà, faut tirer un très très grand coup de chapeau à l'ami Luis Enrique, car tout ça, c'est grâce à lui. Hein, c'est quand même grâce à lui si aujourd'hui on en est là. Donc bravo, félicitations Luis Enrique. Et puis maintenant, on croise les doigts très très fort pour le 31 mai à Munich. Mais bon, allez, vive le PSG et à très très bientôt.